Bonsoir à toutes et à toutes, c'est l'émission du vendredi de Football Universe, spéciale Ligue des Champions et Europa League. Très heureux de vous retrouver après l'émission de mardi qui est arrivée un peu en retard, je m'en excuse encore. Ce soir pour m'accompagner, pour parler Ligue des Champions et Europa League, Julien est avec nous ce soir. Bonsoir à toi, petit enculé. Bonsoir à tous. Merci. Florent est également présent, il était là lors de la dernière émission, salut à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir Flo, et le grand retour du grand... C'est un chroniqueur de merde. Il pourrait présenter l'émission à ma place, hein, tellement il est génial. Le chroniqueur de l'année, Christophe, applaudissez-le. Merci, bonjour. Applaudissements s'il vous plaît, bande de négligents. Non mais t'es tout seul. Hein. Bonsoir à tous, et bon, je vais faire une petite dédicace à 20 ans en te traitant de suceur, mais bon, voilà, petite dédicace. Alors moi je te brosse dans le sens du poil et puis tu m'insultes. Non, c'est pas une insulte. Belle mentalité. Bon, on va commencer par débriefer le match du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Donc défaite un but à 0 sur un but de Nacho Fernandez. Déjà premier ressenti sur ce match les gars. Est-ce que c'est vraiment une contre-performance parisienne ou est-ce qu'il y a du positif à retirer de cette rencontre? Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a du positif à prendre, mais bon, voilà. J'ai la haine. Déjà, par rapport à une petite analyse, est-ce que tu peux nous faire une petite analyse du match de mardi soir? La première mi-temps a été très animée. On perd Verratti à 17ème et Marcelo se blesse aussi, blessure musculaire, il me semble. Alors, petite information préalable, Verratti, ça serait près de entorse de la cheville, ça serait de 2 semaines à 1 mois. Oui, voilà. Bon, on verra. Bon, alors, bonne première mi-temps dans l'ensemble, c'était très disputé, surtout au milieu de terrain. Il y a eu de belles occasions, notamment celle de Cavani que tout le monde a dû voir, qui nous a arraché les cheveux. Il y a eu des bonnes actions. Côté Real de Madrid, ça avait beaucoup de mal à sortir du milieu de terrain. C'était un peu compliqué, ils perdaient les ballons, tout ça. Et bon, voilà, on prend un but casquette sur Trapp et la défense. Et après, on n'arrive pas à caler le but. On tape, je crois, une transversale de poteau. Enfin, c'est... La malchance. Enfin, non, c'est pas de la malchance. C'est qu'au grand niveau, eh ben, quand on a autant d'actions, il faut les mettre au fond, quoi. Très bien, très bonne analyse. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que vient de dire Julien? Est-ce que justement ce genre d'occasion, on doit les mettre au fond, au haut niveau? Bah oui, clairement. Surtout vu du match qu'ils ont fait, ils auraient mérité au moins de prendre un point, mais bon, il faut être tueur à ce niveau-là, ça pardonne pas. L'action de Cavani face à face, il doit faire mieux. Peut-être pas après, bon, la mettre, c'est autre chose, mais déjà faire mieux. Enfin, il fait un truc, il rate son contrôle, après il se rattrape comme il peut, et bon. Ouais. Varane revient bien aussi, mais voilà, mais c'est aussi juste, tu peux aussi dire que voilà, l'erreur de Trapp à ce niveau-là, ben voilà, ça pardonne pas. Oui, voilà, c'est pareil, c'est dans les deux sens, hein, je veux dire. Tu peux pas faire une erreur comme ça en Ligue des Champions. C'est impossible. Alors je voulais qu'on revienne sur la boulette de Kevin Trapp sur le but de Nacho Fernandez. Est-ce que à la fin du match, il sort quand même 2 parades une sur Modric et une sur Essé, il me semble. Ouais. Est-ce qu'on va avoir plus tendance à retenir justement cette boulette que le fait qu'il s'est rattrapé derrière? Bah oui, forcément, mais ça fait perdre le match. Mais bon, à l'aller, il nous sauve 4-5 fois, mais bon, on va retenir que ça, c'est sûr. Alors, surtout que c'est comme je dis, bon, un gardien peut faire des fautes de main, une sortie ratée, tout ça, mais là, c'est même pas une sortie ratée, c'est le mec qui a complètement fait n'importe quoi. A complètement fait n'importe quoi, c'est une erreur grave de concentration. C'est-à-dire, le mec te dit, ouais, je voulais sauver le corner, j'ai pas vu l'autre arriver. Enfin, il lui faut des lunettes, c'est pas possible. Alors est-ce qu'il arrive devant lui?
est-ce qu'on peut quand même le considérer pour autant comme le principal fautif sur cette action? Est-ce que la défense Non. a quand même Oui. une responsabilité? Di Maria a une responsabilité parce qu'il aurait dû prendre le défenseur quand même. Nacho. Ouah, c'est compliqué. C'est une frappe à 25 mètres de cross qui est contrée. Bah, enfin si tu veux, il y a mésentente entre le gardien et le défenseur quand même, parce que il sort, alors les défenseurs ils se disent bon, normalement quand le gardien il y va, c'est qu'il est sûr de l'avoir. Mais après, je pense que Di Maria il aurait pas dû lâcher Nacho quand même. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors certes, il y a une défaillance défensive, mais à aucun moment Nacho fait office de danger dans la position où il est. Donc Non, mais je vois pas pourquoi Trapp se met dans la tête. Mais j'ai pas dit que Trapp il était 100% faux. Hein. J'ai dit que c'est une erreur un peu des deux quand même. Hein. Ah oui, non. Oui. Vas-y, Christophe. À la limite qu'il sorte, c'est pas une mauvaise idée, sachant que le ballon est assez haut, il a le temps d'y aller. Sauf qu'il a complètement mal jugé la trajectoire. Au lieu d'attendre, comme il l'a voulu faire, le ballon avant qu'il sorte en corner, il aurait dû y aller, quitte à mettre les points, dégager en touche. Enfin, oui, voilà, ouais, c'est clair. C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'on lui reproche. C'est pas le fait de sortir. Oui, pour au moi, contraire, je pense qu'au contraire, le fait de sortir, c'était la bonne solution, mais sauf qu'il fallait sortir vers le ballon et pas l'attendre comme un con. Pour moi, il aurait dû rester premier poteau, fermer l'angle, quoi. Enfin, pour ma part. Ouais, le pire, c'est quand t'as Nacho qui te dit, de toute façon, moi, je voulais pas frapper, je voulais centrer. Oui, il y a un faux rebond à la con. Rate son centre en retrait. Et le faux rebond, quoi. Alors on sait très bien que c'est pas la première fois que Trapp fait une boulette, il en avait déjà fait 2 contre Saint-Etienne. Et une contre Bordeaux. Contre Bordeaux, pardon, excuse-moi. Est-ce que aujourd'hui on peut revenir, on peut reprendre le débat sur la possible la possible titularisation de Sirigu dans les buts? Non, je pense pas. Mais ce débat, on va l'avoir toute la saison parce qu'en fait, c'est deux gardiens qui sont vraiment assez proches en termes de niveau, tout simplement. Et je comprends pas pourquoi le PSG est allé recruter un gardien comme Trapp qui a un niveau similaire à Sirigu. Donc pour toi, un top gardien. Pour toi, Kevin Trapp n'a pas le niveau PSG? Ah si, il a un très bon niveau, Kevin Trapp, et c'est un très bon gardien comme Sirigu d'ailleurs. Mais si le PSG avait vraiment voulu une amélioration à ce poste-là, il aurait fallu recruter un top gardien comme Petrovic par exemple, qui n'a pas voulu venir pour d'autres raisons. Mais voilà, le truc c'est que voilà, comme les deux gardiens ont un niveau assez proche et que on va dire que l'avantage de Trapp par rapport à Sirigu, c'est qu'il a un meilleur niveau au pied. Trapp va toujours être titularisé, je pense, de ce côté-là, et puis parce qu'il a été recruté plus récemment que Sirigu. Mais ce débat, il va être sans fin, parce que pour moi, ces deux gardiens, c'est deux gardiens d'un niveau assez proche, et forcément, ils seront pas toujours irréprochables, comme on l'a vu hier avec Trapp contre Madrid. Je suis pas trop d'accord quand même. Enfin, après, Sirigu, il a jamais fait d'erreur comme ça. Autant l'année dernière, il n'a pas été assez décisif, ça c'est sûr. Mais il a pas jamais fait d'erreur comme ça. Enfin, alors il a pas fait. Pour rejoindre Flo, il a pas fait d'erreur monumentale, mais il était pas irréprochable dans son jeu. Il faisait des bons. Il sortait pas. Il avait des sorties nazes. Oui, voilà. Il a un jeu au pied, comme l'a dit Flo, pas terrible. Et il s'est pris des buts l'année dernière qu'il aurait peut-être jamais dû prendre et qui a coûté peut-être pas des points non plus, mais des frayeurs. Qui a coûté des frayeurs au PSG. Non, je suis d'accord, il a pas fait une très bonne saison l'année passée, mais là on occulte aussi un peu les 2 saisons d'avant qu'il avait faites qui étaient très très bonnes, de très bonne facture. On sait qu'il a eu des problèmes, on va dire, un peu plus personnels la saison dernière, qui ont déteint son jeu justement, mais il fallait lui montrer la confiance et le soutenir pour qu'il revienne au niveau auquel on l'a connu. Ou alors recruter vraiment un top gardien, comme j'ai dit, pas un gardien en top en devenir, parce que c'est pas encore un top gardien, Trapp. Comme on a là, donc c'est après, ça le problème. on retient les bourdes de Trapp, mais il faut pas oublier que le match aller contre le Real, il nous en sauve plus d'une quand même. Ouais, mais là c'est justement là on parle du match. Là le Real Madrid PSG, pas le PSG Real Madrid. Oui, mais parce bon. Que quand tu regardes bien au match aller, il a, hormis les 2 parades qu'il fait, il a pas grand chose à sortir. Bah quand même, il a l'action de Modric où il fait la passe, il y a. Non, mais je veux dire, là tu es en train de parler de Sirigu, est-ce qu'il peut reprendre la place du titulaire? Donc en fait j'ai un peu, voilà. De toute façon, pour moi, ils ont fait une erreur dès le début. Ils auraient pas dû recruter Trapp. Ils auraient dû garder Sirigu. Non, enfin oui, garder Sirigu et garder Areola. Ouais.
mettre les deux en concurrence, mais en laissant Sirigu en 1. Et je peux te dire que déjà, il aurait senti que il avait de la pression derrière. Surtout C'est surtout qu'Areola, ça qu'il lui il est fallait à pas Sirigu. mauvais, hein. C'était quelqu'un qui lui mette un peu la pression pour Très qu'il bien. soit le plus performant possible sur les matchs. Après, Julien, pour finir, peut-être? Ah, non, j'ai rien à dire. Non, c'est bon, bah, on va passer. Bah, moi, j'aurais bien ajouté juste Vas-y, quelque chose. du vas-y, coup. Flo, pour finir, après, on va passer au cas Cavani-Ibrahimovic. C'est juste pour, pas pour, du coup, je pensais que tu passais à autre chose du match. Là, c'était juste pour souligner la bonne performance de Rabiot, un jeune sur qui on a Ah quand même ouais beaucoup craché dessus. Oui, aussi, mais ouais. qui a Ouais, fait j'avoue. Bon, il a fait très belle beaucoup de fautes, hein, performance mais hier, et à c'était côté de assez ça, il est très bon. Bah, de toute façon, là, il va jouer pour les prochains matchs, Rabiot. Bah oui, forcément, il n'y a pas absent. Verratti. Mais oui. Donc, on va voir de quoi il est capable. Donc, on va passer maintenant au cas Ibra-Cavani. Donc, bon, bah, les deux ont forcément déçu. Peut-être Ouais, plus l'un que l'autre. Plus Cavani quand même, hein. Plus Cavani. Donc, bon, bah, ça répond un peu à ma question. Lequel des deux a été, bah, concrètement, le plus mauvais? Cavani. Ouais, Cavani. Est-ce qu'il y a un Ibrahimovic dans le lot, s'il vous plaît, pour faire un petit débat? Non, pour moi aussi, c'est Cavani. Non, il n'y a pas de débat, donc on va expliquer pourquoi Cavani, alors, les gars. Bah déjà, il rate une action complètement, on va dire what the fuck quoi. Et deux, on veut bien qu'il ait un repli défensif, mais si en attaque il rate un contrôle, il sait pas il sait pas faire une déviation pour quelqu'un de la tête, ça sert un peu à rien quoi. Alors qu'Ibrahimovic il a essayé de décrocher, il a été plutôt bon, il a tenté des frappes qui passent juste à côté. Bon, on va dire que Ibra a été meilleur que Cavani dans ce match. Oh, ça, c'est. Bon, Ibra meilleur que Cavani, ça se joue à pas grand-chose. Bon. C'est peut-être pas Ibra meilleur que Cavani, c'est Ibra moins pire que Cavani. Ouais, Oui, voilà, c'est- oui. Non, mais je veux dire, entre les deux, il est dire ça meilleur, comme ça. quoi. Après, Ibra a fait un bon match par rapport à ce qu'il fait d'habitude en Ligue Bah, des Champions avec bon, Paris. Oui, bon voilà. bon match, ça reste très correct, limite passable quand même, parce que Mm. faut pas oublier que, hormis l'occasion qu'il a sur le coup franc, qui passe juste à côté du but, on n'a Oui. rien à se mettre sous la dent de sa part. Si, ça frappe Ça frappe enroulé, là. aussi, à Ouais. la surface. Oui, voilà, bah, c'est en première mi-temps. C'est en première mi-temps. Il en a deux en première mi-temps. Ouais, mais voilà. il a distribué un ou deux caviars, quand même, aussi. Hein. En seconde mi-temps, c'est plus Di Maria qui fait le jeu, qui dirige Ah un oui, peu complètement. l'attaque. Par contre, Comme on aimerait, comme d'ailleurs on aime, enfin, je dis on, mais c'est plus les supporters du PSG et les amateurs de foot en général, qui aimeraient le voir justement dans cette position-là, au cœur du jeu, qui distribue les ballons, qui fait vivre l'attaque. Et justement, Ibrahimovic et Cavani n'ont pas su bénéficier justement de l'apport de Di Maria pour concrétiser leurs occasions. oui, parce que, ouais. Ouais, enfin, il y a des arguments en plus derrière ça. Tu vois. Non, Non, mais c'est clair que de toute façon, Cavani et Zlatan, ça doit être les buteurs, c'est eux qui doivent planter. Di Oui, Maria, il est là pour les régaler. oui, bah, lui, c'est C'est ce lui. qu'il a fait sur ce match d'ailleurs. Enfin, Oui, a il été distribue des plutôt caviars. bon. Hein. Mais après, si les attaquants marquent pas, oui, c'est sûr que Voilà. c'est un problème. C'est le problème à haut niveau. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a des actions comme ça, si tu les mets pas au fond, tu te prends punition. Après, je pense qu'on peut quand même apporter un petit bémol à la gestion de Laurent Blanc sur ce match. Faire rentrer Lucas et utiliser un peu peut-être que certains auditeurs connaissent pas le terme, mais le terme de faux pied. Donc c'est-à-dire un droitier à gauche, un gaucher à droite. Et je vais pas cracher là-dessus, c'est le football moderne, c'est comme ça. Mais au lieu de faire ça, mettre Cavani, Ibra, et de mettre Cavani, Ibra en pointe, faire jouer Di Maria juste derrière eux. Ça peut être pour une moi, solution, oui. Pour moi, c'est ça la solution. Ouais. C'est ça qu'il fallait faire, du moins, pour essayer de renverser la tendance. Là, tu fais rentrer Lucas et tu mets Di Maria sur l'autre côté, c'est pas la bonne solution. J'aurais bien voulu voir Pastore, moi, mais bon. Il est blessé. Donc, est-ce que la gestion de Blanc est à blâmer quand même sur ce match? Sur ce match, hein, je parle pas en général, juste sur ce match. Bon, je pense pas. Enfin, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de mettre Lucas sur le côté Di Maria aussi. Faut savoir qu'il est quand même Enfin- il est mené 1-0, son équipe est menée 1-0. Mhm. Le premier changement, le premier intervient à la 15e minute. Oui. Mais le premier changement tactique réellement, il intervient qu'à la 72e minute. Non, mais ça, c'est du Laurent Blanc. Laurent Blanc, il fait ça à tous les matchs. Il attend au dernier moment, il faisait déjà ça à Bordeaux. Donc,
Ouais. et même en équipe de France. Donc de toute façon, il est comme ça. Il attend un peu toujours le Il faut dernier dire moment de voir un que peu comment évolue l'équipe. Donc il a attendu que Matuidi soit cramé, parce que Matuidi était complètement cramé à la fin, mais après il a vachement apporté dans le jeu. Bon, à la fin il ratait ses contrôles et tout parce qu'il était complètement KO, et c'est à ce moment-là qu'il a fait rentrer Lucas. Alors est-ce que Lucas c'était la bonne solution? Mais quand tu vois Lavezzi, c'est pas forcément non plus mieux. Hein. Faire rentrer Augustin. moi, je trouve que c'était pas bête. C'était pas bête de faire rentrer Lucas, sachant que Oui, sur voilà. les côtés, en défense au Real, c'était plus faible. En centrale, ça tenait la route. Et c'était sur les côtés où tu pouvais le mieux passer. Donc c'était pas bête de faire rentrer Lucas sur un côté. Après Lucas. Plutôt que de rajouter 2 attaquants dans l'axe. Là où t'as les deux mecs en centre qui faisaient un gros match. Donc, Non, mais après, c'est plus de l'organisation en fait. Hein. Tu peux mettre Lucas au centre, mais tu peux lui dire de dézonner sur les côtés, tu vois, et de Di Maria de prendre la position de faux neuf, justement, un peu en retrait pour distribuer des balles sur les côtés ensuite, tu vois. Oui, bien sûr, tu peux régler comme ça. C'est vrai que ouais. comme le dit Quentin, en fait, et c'est là où je le rejoins, ce qui est bête, c'est on va dire, d'éloigner Di Maria de Lucas. Oui. Parce que la force de Di Maria, c'est vraiment de donner des bons ballons en profondeur à des joueurs qui font des appels comme Lucas. Et surtout d'isoler Di Maria sur un côté. Je trouve que c'est une erreur mais monumentale. Di Maria, on le sait tous, au Real Madrid, il jouait numéro 10. Quand Di Maria donne le titre de champion d'Europe au Real Madrid, il est numéro 10. Ouais, mais le problème, c'est que le système du PSG, le système de Laurent Blanc, ça ne va pas. Il n'y a pas de numéro 10. Et bah dans ce cas-là, tu le modifies justement pour essayer d'optimiser ton collectif. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas enlever Matuidi, Verratti, Mota, quoi. Ah non, mais non, t'enlèves aucun de ces trois-là. Si, pour moi, j'aimerais bien que Laurent Blanc commence un peu à toucher à Matuidi, Verratti, Mota. Ah ouais. Alors, ok, Mota est essentiel, mais on voit qu'en ce moment, Matuidi, il est moins bon, il joue plus latéralement. Ce qu'il fait habituellement. Il joue très latéral en ce moment, Mota. Alors juste rapidement, on va conclure sur cette attaque du PSG. Je sais pas si quelqu'un a un avis, un dernier avis à donner. Sinon après on va passer. Ah, je peux dire un truc? Oui, vas-y pour terminer. Aurier, il a été très bon, mais il faudrait peut-être qu'il apprenne à faire des centres qui aillent sur la tête des gens. Lui on ne demande pas trop non plus. Ça a été aussi un problème déjà du côté du PSG, les centres. Oui. Même Maxwell a eu du mal. Ouais, ça a été un peu chaud. Ouais, sauf sur le centre sur Cavani qui est magnifique et Cavani qui fait une tête dans le vide qui est magnifique aussi. Ah, oui. Alors on va passer à l'autre match du groupe qui était Shakhtar Donetsk-Malmö. Victoire 4-0 du Shakhtar, ça a été sans appel. Victoire logique, but de Gladicki à la 29e, Serna à la 48e, Eduardo à la 55e et Alex Teixeira à la 73e. Malmo a pris un rouge d'ailleurs pendant la partie. Donc victoire logique. Oui, complètement. Oui, complètement. Ça rattrape un peu l'erreur du match aller. Ouais, bah ouais. Donc au classement dans le groupe du PSG, le Real est premier avec 10 points. Seul en tête avec aucun but encaissé d'ailleurs en 4 journées. Le Paris Saint-Germain deuxième avec 7 points qui pourrait se qualifier en cas de soit de match nul soit de victoire face au Shakhtar lors de la prochaine journée. Et ensuite on a troisième le Shakhtar et Malmö quatrième, 3 points chacun. Bah, on va dire que la logique est respectée, hein. Mine de rien. Mine de rien. Voilà. Tiens, rapidement, si vous aviez un troisième à me dire dans ce groupe, Shakhtar, Malmö ou le Paris Saint-Germain. Shakhtar. Ouais, le Shakhtar, parce que mathématiquement, c'est encore possible. Hein. Oui, c'est possible. Bon, on verra le match, hein, mais bon. Shakhtar, ils peuvent faire chier le Real, je pense. En plus, c'est au Shakhtar, si je dis pas de conneries. Ouais. Je pense qu'ils peuvent les emmerder. Hein. Là, la petite victoire 4-0, là, ça va leur faire du bien, je pense. Et ils peuvent encore emmerder le Real, je pense. Alors, c'est pas simple. On va passer au groupe B. Le groupe B est composé d'Eindhoven, Wolfsburg, Manchester United et le CSKA Moscou. Le PSV Eindhoven s'est imposé 2-0 face au VfL Wolfsburg. But de Locadia à la 55e et de Jong à la 86e. Là aussi, logique respectée ou petite surprise quand même? Semi-surprise pour moi parce que je voyais franchement Wolfsburg qui commence à se ressaisir en championnat faire quelque chose à Eindhoven et ça m'a un peu surpris ce résultat. Les autres? C'est un peu kiff-kiff les deux équipes quand même. Ah, Wolfsburg est légèrement dessus quand même. Ouais, c'est sûr. Wolfsburg, c'est plus vraiment le même Wolfsburg depuis qu'il y a De Bruyne qui est parti quand même. Mais sur un match, on peut jamais savoir quoi.
Dans l'autre match de ce groupe, Manchester United recevait le CSKA Moscou et s'est imposé 1-0 grâce à un but de l'éternel Wayne Rooney à la 79e minute. C'est bon, les gendarmes, ils l'ont retrouvé? Victor, oui. Ouais, je sais pas pour la petite anecdote. Le compte Twitter de la police de Manchester avait posté un tweet en disant que Wayne Wayne Rooney Rooney a disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était vers Old Trafford avec un maillot rouge. Enfin, ça a été un peu mal vu quand même de la part par rapport au club. Mais bon, sinon Manchester s'est imposé 1-0. Victoire poussif quand même. Au Manchester. Est-ce que vous croyez quand même aux chances de qualification de Manchester? Ouais, ils vont Oui. passer ric-rac. Oui, ils vont passer ric-rac, oui. Ça va passer voilà. quand même? Oui. Ouais, ça va passer. C'est vrai que c'est un peu Clairement. faible, mais bon, ça ira pas super loin non plus, mais je pense qu'ils vont passer les poules, oui. Donc au classement, ça reste très ouvert quand même dans ce groupe B. Ouais. Manchester premier avec 7 points, Eindhoven deuxième avec 6 points et Wolfsburg pareil troisième avec 6 points. Même différence de but d'ailleurs pour les deux équipes. Ça va jouer au goal average particulier. D'ailleurs, ça se joue toujours au goal average particulier, Quentin. Oui, je sais, merci. C'est pour les auditeurs qui ne comprennent pas la règle du goal average particulier. D'accord, autant pour moi alors, monsieur. Quatrième et dernier, mais non très loin des places qualificatives, le CSKA Moscou avec 4 points. Le groupe C qui a eu droit à une petite surprise. Astana a tenu en échec l'Atlético Madrid 0-0 sur un match très ennuyeux. Pour l'avoir regardé personnellement, c'était nul à chier. Bon, Astana qui réalise le deuxième exploit de son histoire en Ligue des Champions en ramenant un deuxième nul. Bon, contre-performance clairement de l'Atlético qui perd 2 points bêtement. C'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Est-ce Après, qu'ils peuvent dire adieu à la première place du coup avec cette contre-performance? c'est jamais facile d'aller jouer là-bas non plus, hein. Enfin, pas tout le monde a gagné puisque Galatasaray s'est mangé les dents là-bas. Oui, voilà. Il y a que Benfica qui a gagné là-bas. Ouais, voilà. C'est des déplacements comme ça, c'est super galère, hein. Enfin, oui, alors pour revenir à la question. Oui, donc, L'Atlético a encore un match contre le Benfica, donc ils peuvent encore jouer la première place. Donc rien n'est joué. Oui. dans l'autre match, le Benfica recevait Galatasaray et les Lisboètes se sont imposés 2-1 grâce à un but de Jonas à la 52e. Podolski avait égalisé à la 58e pour le Galatasaray. Et Luisao, le vétéran du Benfica, défenseur central, a marqué à la 67e sur une tête suite à un corner. Non, c'est pas une tête, tu mens. Bravo. Ok, je mens. C'est quoi alors? C'est sur un corner, mais il récupère, contrôle la poitrine, il frappe le lucarne. Voilà. Ah pardon, excuse-moi, Luisao pour moi c'est but de la tête. Et, Bah, c'était sur corner. Ça reste sur corner, mais il a pas fait la tête. j'ai l'habitude. Donc, Il a joué technique pour une fois. Ouais. donc ça reste tout de même une victoire assez logique des Benfiquistes. Ils ont fini à 10 d'ailleurs la rencontre. Vous en pensez quoi? Bon, logique un peu respectée, hein. C'était au Portugal, enfin, bon. Oui, je pense que oui, Galatasaray, bon, il y a quand même quelques bons joueurs, mais c'est pas non plus une équipe qui va faire grand chose. Même si je pense qu'ils ont les capacités de passer les poules. Mais après, on verra. Bah, ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais voilà, on sait pas, c'est un malentendu, voilà quoi. Ouais. Visons la 3e place, ouais. Ouais, Donc voilà. au classement, ça donne Benfica en tête avec 9 points. L'Atlético est second désormais à cause du match nul 0-0 face à Astana avec 7 points. Troisième Galatasaray avec 4 points. Et Astana qui ne dit pas adieu encore à la qualification en 8e de finale et à la 3e place qualificative en Ligue Europa avec 2 points. Mais une différence quand même de -6. Ouais, quand même. Le groupe D. Le groupe de la mort. Le groupe de la mort. Et on a eu le droit à un match Nul. plein de buts. Ah oui. Avec Manchester City qui s'est imposé 3-1 à Séville avec des buts des joueurs suivants de Raheem Sterling à la 8e minute, de Fernandinho à la 11e, Tremolinas avait réduit le score à la 25e minute pour Séville et Wilfried Bony à la 36e. Clairement le match est passé en première mi-temps 3-1 pour Manchester City. Pour Manchester City, score final. Est-ce qu'on peut penser que c'est l'année de City quand même en Ligue des Champions?
Ah bah, Est-ce qu'ils se sont débarrassés de ce syndrome de la défaite en Ligue des Champions? ah bah chaque année ils avaient le groupe de la mort. Bon, cette fois-ci ils arrivent plutôt bien à s'en sortir. À voir ce qu'ils vont faire dans les phases finales, mais ça risque d'être intéressant, oui. Est-ce que c'est Flo, pour toi, est-ce que c'est une équipe à suivre pour la phase finale? Bah, ça dépend, hein. Manchester City, c'est toujours un peu à double tranchant, on va dire. Faudra voir ce qu'ils vont donner sur les matchs à élimination directe. Mais complètement, ça va être une équipe à suivre, hein, parce qu'il y a vraiment des joueurs de qualité. Hein. Il y a Silva qui alimente des ballons magnifiquement. De Bruyne qui a trouvé son rythme assez rapidement avec City. Et puis Agüero devant qui est un tueur. Donc oui, on risque d'avoir beaucoup de plaisir à les voir jouer. Et il faudra voir ce que ça va donner en phase finale. Très bien. Et le deuxième match, c'était Borussia Mönchengladbach contre la Juventus Turin. J'ai du mal à parler ce soir. Ouais. La Juventus Turin, donc, et match nul un partout. Début de Johnson à la 18e. Johnson à la 18e pour le Borussia. Et Lichtsteiner, le miraculé, on va l'appeler comme ça, à la 44e. Et sachant qu'Hernanes s'est pris un carton rouge en seconde période. Donc score final un partout. Encore la Juve qui déçoit de plus en plus. Ouais. Allegri, hein. C'est Allegri, de toute façon, il n'arrive pas à tenir, à perdurer dans des clubs, hein, comme avec Milan, il se casse la gueule petit à petit, et s'il continue comme ça va pas s'arranger, hein, c'est clair. Alors, on va y avoir un match décisif, c'est lors de la prochaine journée, ce sera un Juventus-Manchester City, qui déterminera certainement l'équipe qui finira en tête du groupe. Qui pensez-vous Vainqueur? Oui, voilà. Pour moi, Manchester. Bon, moi, j'ai plus la Juve, moi. Ça jouera dans quel stade? La Juve. À la Juve. Moi, je pense que ça va être la Juve. Ça va être Ouais, serré. moi, Ça va être serré, hein. Peut-être un match bien nul, un hein. petit nul, ouais. Un bon petit nul, ouais. Ouais, Un match nul. Tout qu'on fait, j'y réfléchis, là. Très bien, les gars, on va passer, si vous le voulez bien, au match du mercredi. Il y a eu des matchs passionnants, dont passionnant pour qui le veut. Il y avait un Lyon Zénith Saint-Pétersbourg. Alors, défaite 2-0 de l'Olympique Lyonnais à Gerland face au Zénith Saint-Pétersbourg avec un doublé de Djouba. Sur 2 passes de Dulk d'ailleurs. Alors la défense lyonnaise est passée complètement à travers de son match. Hein. Pour ceux qui ont regardé le match, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Alors qui est chaud là pour nous faire une petite analyse là du match là? Je sens que Christophe t'es chaud. Bah, j'aurais été chaud si j'avais vu le match, j'ai vu juste les buts. Moi non plus, mais Donc, j'ai pas voulu regarder cette purge. Après, je peux te faire le menteur, mais. Non, bah, donc mais... non, mais non, là, franchement, sinon, j'ai pas vu le match. c'est encore une contre-performance. L'OL qui n'a toujours pas gagné. Hein, Oui, cette année en Ligue des ils Champions. ont fait juste un match nul, il me semble. Match nul contre la Gantoise. Oui, voilà, c'est Non. ça. La contre-perf, elle est pas sur ce match-là. La contre-perf, elle est sur le match à la Gantoise, contre Valence à domicile. C'est ces matchs-là qu'ils auraient dû faire quelque chose. Là, contre le Zénith, qui est plein de bourre, Ah oui, et qui a quand même complètement. une équipe assez solide quand même. Enfin, faut pas non plus. Ah oui, ils ont une très bonne le équipe. Zénith. Mais c'est là où ils ont chié. Et en plus, dans leur malheur d'avoir encore perdu, la Gantoise a gagné contre Valence. Ils sont même pas sûrs de pouvoir accrocher cette 3e place. Alors, non, ça a un double effet, la victoire de la Gantoise sur Valence, parce que ça permet à Lyon de ne Oui, pas d'espérer encore un peu, mais bon. encore un peu pour les huitièmes de finale. Mais bon, Il faut qu'ils aient gagné à Valence. le match qui va compter, ce sera le match contre la Gantoise à Gerland. Ouais, non, mais c'est surtout d'abord le match à Valence, parce que si Pomme, et imaginons que la Gantoise fasse un match nul ou a gagné à Zénith, c'est terminé. Hein. Ouais. Sachant que le Zénith est déjà qualifié, donc ils vont peut-être Attends. un peu faire tourner. Quentin, On sait Oui, t'as dit que c'était le prochain match à Gerland, je crois que c'est au Stade des Lumières. Hein. C'est au stade de Lumière, ouais. Ouais, ouais. ah, c'est au Stade des Lumières. Bah le oui, prochain parce que Eh tu oui. nous as dit que c'est le match du Zénith, c'était le dernier à Gerland. J'ai dit ça, moi. Oui, C'est à moi la qui ai dit dernière. ça, Ah oui, oui, lundi. voilà, c'était toi la Et je dernière émission. confirme que ça sera au stade de Lumière. Oui, contre voilà. la Gantoise. Ah bon, d'accord, moi je savais pas du tout. Donc pour en revenir au match quand même, la défense a été très 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 critiquée, bon, à juste titre. Un Yanga Mbiwa aux abonnés absents sur le premier but. Comme d'hab. Anthony Lopez qui est au chou mais pas aidé par sa défense non plus. Oui, ça, c'est sûr.
Pas un mauvais milieu gardien. un milieu de terrain un peu trop juste pour la Ligue des Champions. Ah, Gonalon a été catastrophique. Gonalon catastrophique est d'ailleurs sorti à la 70e minute par un rouge. Ah ouais, carrément. Il y a eu un joueur exclu d'ailleurs du côté Zénith aussi en fin de match, je me souviens plus qui c'était. Mais sinon la défense lyonnaise a été complètement débordée par la doublette Hulk-Djouba. C'était aberrant de voir un niveau comme ça en Ligue des Champions. Mais j'avais une question à vous poser par rapport au groupe lyonnais. Est-ce que c'était prévisible dès le tirage au sort de voir Lyon galérer comme ça? Bah Non. franchement, ils avaient le tirage avait- le plus simple. Hein. On en avait un peu parlé lors de l'émission justement qui parlait de ça. Je sais Oui. pas si tu te souviens, Julien, Oui. on avait d'ailleurs dit que Lyon avait Hérité une du grande meilleur chance groupe. parce qu'ils avaient un groupe très homogène. Ah oui, franchement, c'était. Oh, je pensais pas qu'ils allaient faire. Enfin, je pensais pas qu'ils allaient faire aussi mal. Franchement, ils avaient un groupe. Bon, à part le Zénith et Valence, mais franchement, il y avait moyen de gagner à domicile et de gagner des points, surtout face à Valence. Donc là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Je Ah, m'attendais sur- vraiment pas à ce qu'ils aient sur un le- point, quoi. Sur le papier, ça semblait mais vraiment homogène. Quand tu vois maintenant sur le terrain la différence de jeu qu'il y a entre le Zénith et Lyon, mais il y a un écart phénoménal quand même. Ah oui, mais. C'est juste qu'à l'époque, personne n'aurait pensé que Lyon ait un niveau de jeu aussi bas, en fait. Hein. C'est ça en fait, Ouais. le problème, c'est qu'il y a une énorme, mais vraiment une énorme différence par rapport à la fin de saison de l'année dernière. Ah oui, ça c'est sûr. Et je sais pas ce qui s'est passé du côté de Lyon. Est-ce que c'est les nouvelles arrivées qui ont plombé le vestiaire? Je sais pas. Peut-être que c'était juste un cycle. L'absence de Fekir. Juste un cycle, là, peut-être aussi. Hein. Après, oui, c'est peut-être la fin d'un cycle. Non, mais c'est surtout les jeunes. Les jeunes, pour l'instant, ok, ils ont fait une super saison en Ligue 1 l'année dernière, mais le plus dur, c'est de confirmer, déjà en Ligue 1, et de élever son niveau de jeu en Ligue des Champions. Et pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, même ne serait-ce que Lacazette, pour l'instant, Lacazette, il est clairement pas au niveau. Donc, Ah oui, il est fantomatique en ce moment. je sais pas si c'est une question vraiment de vestiaire avec les nouvelles arrivées et tout ça. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment, ils arrivent pas à se mettre au niveau, ils arrivent pas à confirmer leur bonne saison de l'année dernière. Et donc forcément, bah, quand tu joues contre des équipes qui sont En pleine bourre. qui sont de bonne qualité et qui ont peut-être un peu plus d'expérience que cette équipe-là, bah forcément tu prends 2-0 à la maison et y a rien à dire. Oui. Et surtout que c'est leur dernier match à Gerland, ils leur ont pas fait honneur, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis Alors, les recrues lyonnaises aussi confirment pas. Hein. Diangambiwa, il y a que Valbuena qui arrive plus ou moins à jouer à un niveau de jeu que Oui, Valbuena. Beauvu non plus, il est pas. Et Ouais. Beauvu, Mbiwa, Darder pas- est moyen. Voilà, exactement, c'est pas le rendement qu'on attendait de ces joueurs-là quand ils sont arrivés à Lyon. Mais Ah, de surtout toute façon, Beauvais. enfin, je vais peut-être être un peu dur envers les recrues lyonnaises, mais qu'est-ce que vous comptiez attendre de ces recrues? C'est pas du tout un niveau Ligue des Champions. Beauvu, ok, il a joué l'Europa League de belle manière avec Guingamp l'année dernière, mais c'est pas niveau Champions League. Valbuena, ça l'est. Oui, Valbuena, Alors ça l'est quand même. Hein. Ok. Sergi Darder, combien de matchs européens au compteur? Bon, pas Ouais, mais beaucoup. Il y a pas que ça. Et je veux dire, au bout d'un moment, le mec a été recruté pour son talent. Et pour Oui, mais l'instant, bon. on le voit pas. Bah non, mais C'est- ouais, mais attends. C'est comme Beauvu. Beauvu, ok, je suis d'accord avec toi. On n'est pas sûr, enfin, on est sûr quasiment qu'il a pas le niveau européen. Mais il a même pas le niveau qu'il avait l'année dernière. C'est surtout ça le problème. Mais le problème, c'est que t'as aucun joueur d'expérience hormis Valbuena pour encadrer cette équipe. T'as Ah, t'as quand même Gonalon qui commence à avoir un peu de bouteille, Bisevac. qui est sélectionné en équipe de France. Abisevac, arrête. Non, peut-être dans le vestiaire, mais il a pas d'expérience européenne. Arrête. Mais non, mais Lacazette, je veux dire, il a joué avec des matchs avec l'équipe de France. Enfin, faut arrêter aussi. Il y a quand même des mecs qui connaissent un peu le truc, quoi. Ok, ils ont pas 100 matchs de Ligue des Champions, mais un minimum, quoi. Ils savent ce que c'est un peu le haut niveau, quoi. Et là, ils se font bouffer, quoi. Ils se font bouffer. Donc, on va passer à l'autre rencontre du groupe H de l'Olympique Lyonnais. C'était la Gantoise Valence et la Gantoise a créé la surprise en s'imposant à 0 avec un but de Kums, je sais pas si ça se prononce comme ça, Ouais, je crois que c'est comme ça. sur penalty à la 49e minute. Donc, c'est clairement une surprise. Hein. Et ça Bon. relance Bah, ça relance complètement le suspense. Ah oui, carrément. C'est une surprise, mais ça vient confirmer quand même que ces équipes belges qu'on voit depuis Anderlecht il y a un an, qui avaient aussi beaucoup causé tort à Arsenal à l'époque, ça prouve que ces équipes belges, il faut les prendre au sérieux et que ça commence à être de sérieux concurrents en Europe aussi. On peut faire une Ouais, dédicace? tout à fait.
Oui, vas-y. Je sais Dédicace pas qui tu l'as fait. GG4 du forum. Voilà. Le belge. Pour qui c'était de toute façon. Donc, au classement, ça donne la chose suivante. Le Zénith est qualifié d'ores et déjà pour les huitièmes de finale avec 12 points. Valence, second avec 6 points. La Gantoise, quatrième. La Gantoise, troisième avec 4 points. Et Lyon, bon dernier, avec un seul point. Ouais, C'est un c'est peu triste, hein. Un constat assez triste, mais finalement tellement réaliste. Oui. Ça reste mieux que Marseille à une certaine époque. Enfin, je dis ça, je dis Oui, rien. enfin, on va pas refaire le débat. Je sais, c'était juste une petite pique pour te lancer un peu. Bon, Ouais. j'ai juste 3 clubs, Arsenal, Naples et Dortmund. Là, c'est Zénith, Valence, la Gantoise. Je peux pas comparer. Oui, je rigole. Ça va. Tu compares l'incomparable, tu compares la peste non, là, ça n'a rien à voir. C'est qu'il est susceptible un peu, hein. T'as Ah, dit non, mais- Arsenal? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui m'ont dit oui, nous de toute façon, on n'a pas fait 0 point, on a quand même pris un point, mais il n'y a pas de fierté à avoir pris un point à la Gantoise à 11 contre 10. Oui, je Il y a plaisante. lapsus, Quentin, t'as dit Arsenal ou du Chelsea, hein. Ah non, c'était Arsenal. Non, c'était Arsenal. Ah, c'est Arsenal, ok. Oui, c'était Arsenal. Ah ouais, c'était Arsenal. Et je sais quand même l'histoire de mon club, moi. Le groupe E, il y avait un match qui nous donnait pas mal de promesses. C'était Roma-Bayer Leverkusen, donc on connaît tous ce que ça a donné un match aller, 4 partout, Oui, mais j'étais pas loin d'ailleurs ouais. du promo. à la du promo. Bayer Arena. Et ben tu t'es gouré, parce que ça a fini en 3-2. Oui, ben j'avais dit 3-3, 3-2. j'étais presque, attends. 3-2 pour la Roma, et c'est parti sur les mêmes bases qu'au match aller. La Roma qui mène 2-0 grâce à des buts de Mohamed Salah et de Dedin Dzeko. Ensuite, en deuxième période, Leverkusen égalise grâce à Memedi et Javier Hernandez et Chicharito. Et dans les 10 dernières minutes, Pjanic transforme un penalty, 3-2 pour la Roma. La Roma qui fait la bonne opération de ce groupe quand même. Enfin, bonne opération. On en reparlera plus dans quelques journées, je pense. Je sais pas trop ce qu'il y a à dire sur ce match, ne l'ayant pas vu. Est-ce que vous avez un avis? Bon, c'était. On Deux partait- équipes très offensives qui ont une défense de merde. Voilà, en gros, c'est ça le bordel. C'est ça le truc, parce que la Roma, ouais, offensivement, c'est très impressionnant. Ils ont vraiment de très bons joueurs. Mais derrière, c'est trop limite, quoi. Et le Leverkusen, c'est un peu pareil, quoi. Devant, c'est vraiment pas mal. Et puis, mais par contre, derrière, c'est. Mais bon, au moins, ça donne un beau match. Un 3-2, un 4-4 au match aller. Ouais, C'est parfait. c'est un match festif, quoi, c'est cool. Au moins, ils ont fait du spectacle, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un match festif. Donc, on va passer au Barça, Baté Borisov. Hein, bon, Bon, 3-0 pas de pour surprise. Barça. Pas de surprise, doublé de Neymar, un but de Suarez. Bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Hein, Ah, le plus impressionnant, c'est que j'ai suivi un peu le match, et le plus impressionnant, c'est que le Barça n'a pas forcé à aucun moment, quoi. Il jouait vraiment tranquille. Et En même temps, il n'y a pas vraiment besoin de forcer, vu l'opposition qui est en face. C'est clair. Ah, mais je veux dire, Ah, t'avais l'impression que les mecs sur le terrain, ils marchaient, quoi, tellement que le Barça était tranquille, c'était ouf. Donc, au classement, ça donne la chose suivante. Le Barça, premier avec 10 points, et qui n'est pas encore qualifié. Qui est qualifié. Bon, il y a 6 points avec le Bayern. Si, bon, pas encore officiellement qualifié. Mais bon, ils seront qualifiés. On n'en doute pas. La Roma, deuxième avec 5 points. Troisième, le Leverkusen avec 4 points. Donc, rien n'est encore fait. Et le C'est Baté serré. Borisov, dernier avec 3 points. Donc, le Baté Borisov peut aussi espérer une place en huitième. Le groupe F, avec le match Ah. Olympiakos Dynamo Zagreb. On va passer le groupe F, non? Non, justement, on va s'attarder sur le groupe F, surtout sur le match qui va suivre. Pas celui-là, celui d'après. Olympiakos Dynamo Zagreb, victoire 2-1 de l'Olympiakos qui fait tellement mal à notre ami Flo. Doublé de Pardo pour l'Olympiakos, 65e, 90e. Et Zagreb avait ouvert le score par Odzic à la 21e. Donc, victoire logique malgré tout de l'Olympiakos. Ah oui, victoire logique, hein. De toute façon, depuis le début de la compétition, l'Olympiakos montre que c'est une très belle équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, et il le confirme encore. Plutôt d'accord. Ouais. C'est vrai. Comme chaque année, quasiment. Hein. Chaque fois, exactement. Et ils sont pas mal. Oui, c'est vrai que chaque année ils sont pas mal sous-estimés quand même. Hein. Et puis au final ils sont au rendez-vous. Mais ils ont fait la surprise face à Arsenal en plus à domicile. Le mec remet le couteau dans la plaie quoi. J'adore. Donc on va pas s'attarder sur ce match-là. Il y en a un autre qui a été plus intéressant et dont Florent voudra certainement parler. Le Bayern Munich qui s'est imposé 5-1 face à Arsenal.
Je dis bien 5 buts à 1. Avec des buts de Lewandowski, de Müller par 2 fois, Alaba et Robben. Robben, Et sachant but qu'il de était Giroud. rentré 30 secondes avant son but. Tu veux un mouchoir? Donc, Et le but de Giroud, faut pas Et oublier. un beau but, et un beau et but un beau de but, Giroud. et un beau but, magnifique but d'Olivier Giroud, au passage. Ça, c'est le seul point positif du match. Tiens, en tant que supporter d'Arsenal, je suppose que tu as vu le match. Bah bien sûr. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de la prestation des Gunners? Bah alors j'ai quand même été assez content des 5 premières minutes d'Arsenal parce que le bloc était en place. Bon, pour un but, on va dire qui vient un peu d'ailleurs. Le Bayern a fait une très belle action. Et derrière, Arsenal réagit très très bien, mais d'ailleurs un but qui est très justement refusé sur une main d'Ozil. Et c'est là qu'en fait on a perdu l'équipe d'Arsenal parce qu'on a vu que les joueurs ont passé plus de temps à contester le but qui a été refusé que défendre. Et derrière, il y a eu des boulevards dans la défense d'Arsenal, c'était impressionnant. D'ailleurs, quand on fait le parallèle avec le match à l'Emirates où Arsenal avait vraiment proposé une prestation défensive solide, correcte et vraiment magnifique, là il y avait des espaces dans la défense. Alors certes, il y avait beaucoup d'absents, mais laisser autant d'espace face à une équipe que le Bayern, qui je considère comme la meilleure équipe du moment en Europe, c'est vraiment impardonnable. Et du coup, ça fait 5 buts, hein, c'est logique. Alors, est-ce que vous trouvez cette débâcle logique, Christophe et Julien? Bon, Moi, vu la personnellement, forme du Bayern. j'avais misé sur la défaite d'Arsenal. Ouais. Déjà, d'une part, avec les absents, et puis d'autre part, du fait du Bayern, tout simplement. Pas forcément d'Arsenal, mais Le Bayern, il surtout déroule. le Hein. Bayern. Enfin, tu vois, tous les buts qu'ils ont mis sont tous très très beaux. Ça joue à 2000 à l'heure. Surtout celui Ouais, d'Alaba. c'était vraiment bravo. Celui Et la d'Alaba, il est défense magnifique. d'Arsenal, effectivement, a été rapidement dépassée. D'ailleurs, j'ai trouvé Setch assez moyen sur certains buts. Bah J'ai le trouvé pauvre, vachement. Bah, Je après, trouve- Notamment sur le premier but. ouais, même sur le dernier, je trouve un peu lent à se coucher. C'est un peu bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, après, Alors, Flo, je pense que t'es c'est pas pas, d'accord. c'est pas ça qui fait basculer le match. Hein. Bon, aussi, Et il je en trouve avait ça marre, donne- le pauvre. Hein. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Je veux dire, Bah. c'est dommage de. Bah, après, moi, je prévois une défaite, mais peut-être pas autant, quoi. Je pense, je prévois J'ai pas un mis, 5-1. j'ai dit 3-1, je crois. Mais ouais. Mais bon, je trouve ça dommage pour Arsenal, surtout que là, ça va être très compliqué de se qualifier. Il y a encore une chance, mais il faut gagner les 2 derniers matchs en ayant d'autres résultats à côté favorables. non, honnêtement, ça va se faire. Hein. Enfin, ça va se faire. Il y a quand même une chance. Mais bon, de toute façon, Arsenal, c'est pas sur ce match-là qu'on peut critiquer, c'est surtout Ah, sur clairement. les deux. Ah oui, les deux défaites. l'Olympiakos, oui. Ça, c'est sûr. Alors, Après, c'est- peut-être que ces deux défaites vont peser dans la balance parce que pour le moment, c'est pas la joie côté Arsenal au niveau du classement puisque Arsenal est dernier avec 3 points. En tête, le Bayern Munich avec 9 points, l'Olympiakos est à 9 points également. Le Dynamo Zagreb, 3e avec 3 points. Mathématiquement, c'est encore possible pour Arsenal. Il faut de toute façon gagner les 2 prochains face à Zagreb et face à l'Olympiakos Et que l'Olympiakos perde. en espérant que l'Olympiakos perde ses 2 prochains matchs. Et donc, ce Ouais, mais sera le goal la average. chance qu'on va avoir, en fait, ce que je disais, c'est que là, du coup, la prochaine journée, c'est le Bayern qui va jouer la première place contre l'Olympiakos. Donc le Bayern va se devoir de gagner. Je pense que le Bayern va gagner puisqu'ils sont déjà collés une raclée à l'Olympiakos au match aller, à l'extérieur, et là ils joueront à domicile. Et d'ailleurs, ouais, donc Arsenal devra gagner donc le dernier match avec plus de 2 buts d'écart face à l'Olympiakos, et c'est là que ce sera compliqué pour moi. Ah, c'est possible, hein, franchement. Et s'ils font le même match celui qu'ils avaient fait contre le Bayern, Ah oui, et Très clairement, s'ils très sont clairement. à Contre leur le Baté niveau, Borisov, ils- oui, il y c'est- a moyen. Hein. possible. mais c'est Arsenal, donc on sera jamais. Non, mais franchement, c'est possible. Mais après, je trouve ça dommage de se mettre, de s'être mis autant en danger, quoi. Ah mais oui. Surtout sur le premier match où je crois qu'il avait fait vraiment une équipe B, quoi. Enfin, il avait vraiment fait tourner, quoi. Oui, contre Zagreb, ouais, c'était. J'ai l'impression qu'il se dit, bon, je vais essayer de mettre mon équipe B parce que j'aimerais bien qu'en championnat, on perd pas trop de points en route dès le début de championnat. Pour l'instant, ça lui donne plutôt raison en championnat. Mais bon, c'est dommage s'ils se font sortir en Ligue des Champions, je trouverais ça dommage d'avoir sacrifié Bon, la maintenant, qualif pour le championnat un peu. les équipes anglaises, on en a quasiment rien à faire hein, maintenant de la Coupe d'Europe. Hein. Oui, c'est Ouais, aussi ça mais le ça- problème. Ouais, mais Ah, en termes c'est- d'argent. Oui, en termes d'argent, oui, je parle. Mais je veux dire, en termes de prestige, excuse-moi, Oui, la ça Ligue c'est des sûr. Champions, Oui. ça reste au-dessus de la Première Ligue, même si la Première Ligue, en termes de prestige, c'est peut-être Le championnat, oui. le championnat le plus attractif. Oui, Peut-être c'est pas le sûr. meilleur, pas le meilleur, mais le plus attractif. Oui, ça c'est sûr. Donc- Voilà. Donc on va passer au dernier groupe de cette Ligue des Champions, groupe G. Chelsea.
Quoi? Chelsea, non? Ouais, le groupe de Chelsea, ouais. Donc le premier match, Maccabi Tel Aviv, Porto. Tel Aviv s'est pris une autre défaite, 3-1. Les buts de Tello, André et de Layoun, et but de Zahavi, le premier but de Tel Aviv dans cette Ligue des Champions. Porto qui fait bonne figure quand même dans cette Ligue des Champions. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est pas surprenant. Bah, c'est pas surprenant. Hein. Bah, C'est vraiment pas surprenant. C'est une bonne Porto, équipe quand même. Hein. C'est une super équipe. Ouais. Franchement, ils ont un super jeu. Ils se trouvaient dans un groupe pas trop compliqué pour eux. Alors je vais dire quelque chose sur le mercato. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un des meilleurs mercato depuis des années du côté Porto. Bon, en général, ils ont les joueurs et ils les revendent une fortune. Voilà, c'est un peu. Ouais, mais là justement par rapport à l'apport des nouveaux joueurs. Ah ouais, ok. Ouais, surtout qu'ils ont recruté plus des joueurs qui étaient un peu plus confirmés que d'habitude où ils achètent des joueurs inconnus, jeunes. Ouais, voilà. En s'écartant un peu de leur politique habituelle, ils ont réussi à construire une équipe un peu hétérogène. Il y a un peu de tout. Il y a du jeune, il y a du cadre. Il y a un vieux de la vieille. On va appeler ça comme ça. Un cadre. Casillas. Casillas, c'est pas rien quand même. C'est 2 Ligues des Champions si je me trompe pas. Plus de 15 ans, pratiquement 15 ans de carrière. Et un Français. Donc voilà, c'est une équipe très hétérogène, comme j'ai dit. Il n'y a pas un joueur de Ligue 1 qui était parti là, je me souviens. Oui, Imboula. Aboubakar, Imboula. Oui, Imboula, voilà. Le Marseillais. Ibrahimi. Enfin voilà. Oui, il y a des bons quand même. T'as de très bons joueurs. Donc, et l'autre match, c'était Chelsea-Dynamo Kiev. Donc Chelsea qui s'est encore fait peur. On a l'habitude maintenant du côté de. On revient sur le sujet ou pas? Donc Chelsea qui s'impose 2-1 comme je l'ai dit. Donc premier but c'est Dragovic contre son camp à la 34e. Mais ce Dragovic se fera justice lui-même en inscrivant un but à la 78e minute pour son équipe cette fois. Et à la 83e, Willian redonne l'avantage à Chelsea d'un coup franc juste magnifique. Tant mieux. Donc Chelsea qui se sauve. Est-ce que c'est peut-être un peu con comme question, mais est-ce que ce match sauve pour le moment provisoirement la peau de Mourinho? Oui, est-ce qu'une défaite aurait scellé son sort hier soir? Bon, je pense que peut-être qu'il est déjà scellé, mais. Bah on n'en sait rien. Franchement, c'est un peu le silence côté Abramovich. On sait pas trop ce qu'il en pense. C'est rien du tout. C'est compliqué de savoir si, même s'il a des mauvais résultats, tout ça, pour l'instant, il a le soutien du public. Oui. C'est quand même fou. Ah oui, mais ça, c'est incroyable d'avoir le soutien de tout ça alors qu'il a de mauvais résultats. Après, je sais pas mais tu sais, même s'ils ont gagné là, c'était pas rassurant du tout. Ils marquent sur un contre son camp et après sur un très beau coup franc de Willian, mais bon, ça reste un coup franc, c'est pas dans le jeu. Donc, il faut. Après, on sait jamais. S'ils arrivent à faire une série, peut-être qu'ils vont reprendre un peu confiance et tout ça. Mais le problème, quand tu vois les matchs de Chelsea en Première Ligue, leur défaite et tout ça, t'as l'impression que les joueurs ils sont déjà cramés, ils sont à la ramasse. Et je sais pas si c'est Mourinho le problème en fait finalement. Même si putain, Dieu sait que je déteste ce mec-là, mais je sais pas si c'est lui le problème vraiment en fait. Oh. C'est ça qu'on sait pas trop parce que les joueurs le soutiennent. Le mercato est un problème aussi, on en avait parlé en début de saison. Bien sûr. Ils ont raté leur mercato, ils ont raté leur préparation, ils ont fait une préparation beaucoup trop tardive et trop courte, pardon. Donc pour l'instant en fait on n'a pas l'impression qu'il va partir malgré qu'il n'y ait pas des super résultats, on n'a pas cette impression-là, donc difficile de dire, même s'il avait paumé ce soir, peut-être pas qu'il aurait été sur la sellette, on ne sait pas. On sait pas du tout. Surtout, il a le soutien des supporters, et ça compte. Bah oui, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est vrai que ça reste important. Mais après, tu sais, je crois que quand il était parti la première fois, il avait quand même le soutien des supporters, sauf qu'Abramovich, il s'en est débarrassé. Hein. Oui, mais oui, c'est clair. Mais, donc, c'est bien d'avoir un poids comme ça positif pour lui, mais est-ce que après ça rentre en compte dans les calculs d'Abramovich? Tu sais, surtout ce qui compte pour lui, je crois que c'est surtout de pas débourser les 50 millions s'il doit le virer. Donc ouais, c'est ça le problème. Hein, c'est vraiment c'est pour moi c'est le plus gros avantage de Mourinho pour l'instant. Donc conséquence au classement, Porto premier avec 10
10 points, pardon. Deuxième Chelsea avec 7, troisième le Dynamo Kiev avec 5 points, et dernier Maccabi Tel Aviv avec toujours 0 points. Oh, c'est Donc fait. voilà. Donc voilà pour cette Ligue des Champions, cette 4e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Il y avait un autre match qui concerne la 9e journée en retard de Ligue 1. C'était hier soir. Nice recevait Nantes. Défaite 2-1 des Aiglons. Un but de Genevois pour Nice, un but d'Alagué et Landi pour Nantes et un autre de Sigthorsson, l'ancien de l'Ajax. Nice, c'est clairement à la dérive sur ces dernières journées. Est-ce que c'est inquiétant pour les Niçois? Bon, On doit s'inquiéter. c'est un peu normal, Bah, quelque part. on s'y attendait un peu à Nice, c'est vraiment c'est vraiment une équipe qui est composée de joueurs jeunes et qui fonctionne sur du cours alternatif. Donc forcément, ils ne vont pas être performants comme ils l'ont été en début de saison et ça va être vraiment leurs performances vont vraiment être en creux de vague et en haut de vague. Hein. Ça va être compliqué pour eux d'être réguliers. L'essentiel, c'est juste qu'ils arrivent à maintenir des résultats pour rester dans la première partie du tableau. Je pense que c'est l'objectif pour eux aujourd'hui, quoi. Alors au classement, ça donne Nice 8e avec 14 points et D'ailleurs. Nantes 12e avec 13 points seulement. Petite précision, la dernière fois on en parlait, Ben Arfa a été pris en équipe de France. Oui, bah ça j'allais en parler. Attends, Ah, désolé. le mec se permet des folies quoi. Ouais, bah C'est attends. n'importe c'est quoi. Là, je me rends compte que je viens de dire n'importe quoi au niveau du classement. Je viens de prendre le classement de la 9e journée. Juste, je sais que Nantes est passé devant Nice au classement, ça c'est sûr et certain. Sinon, niveau équipe de France, bon, la liste est tombée cet après-midi. Oui. Donc, Ouais. pas de Cheval Buena, pas de Karim Benzema. Forcément. On sait pourquoi, on va pas débattre là-dessus. On en débattra d'ailleurs lundi, lors de l'émission de lundi, petit teasing. Je vous tease pas tout de suite le sujet, ça sera d'ailleurs notre débat de lundi soir. Donc, je vais vous citer la liste qu'a donné Didier Deschamps cet après-midi. Donc, gardien Benoît Costil, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Défenseurs Lucas Digne, Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Bakary Sagna, Mamadou Sakho, Raphaël Varane. En milieu de terrain, Yohan Cabaye, Lassana Diarra, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko. Les attaquants Ben Arfa, Coman, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial. Ou c'est Est-ce le que test en cette attaque là. liste- Est-ce que cette liste est cohérente? Ah, c'est le test d'attaque là, carrément. Là, il a mis tous les joueurs qui peuvent potentiellement arriver en attaque et celui-là qui fait la meilleure pré-saison là, c'est celui qui aura la 3e place. Hein. Non, il a mis tous les joueurs qui peuvent arriver en attaque. Oui, voilà, Et c'est ça. Gignac. Oui, ouais, aussi, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous comprenez le choix de Gignac quand même? Bon, Bah oui. ouais. mine de rien, oui, Oui, le oui, mec bah, il ça est peut pas. Bon, il est dégueulasse, mais pas trop non plus quoi. C'est 11 Bah, buts, notre- c'est 11 buts en 15 matchs au Mexique quand même. Ouais, au Mexique. Mexique. Hein. Ouais, mais le Mexique, c'est pas un championnat de merde non plus, Et il hein, joue les pas, gars. faut Non. pas dire qu'il joue avec des peintres non plus. Hein. Il joue avec une équipe. Non, mais il joue dans une équipe qui a fait la finale de la Ligue des Champions sud-américaine. Oui, Mm. mais la Ah. finale de Ligue des Champions sud-américaine, pour avoir vu des matchs d'équipes sud-américaines quand j'étais au Canada, c'est du niveau milieu de tableau Ligue 1, haut de tableau Ligue 2, hein, c'est pas du très très haut niveau non plus. Ah, faut pas non plus. Ouais, mais faut les mettre les buts. Hein. Je suis d'accord qu'il faut les mettre. Référence à PSG Real. Pour moi, le championnat du Mexique, c'est peut-être même plus fort que le championnat MLS. Hein. Oui, clairement, oui. Le Mexique est largement supérieur à la MLS, ça je suis Donc, d'accord avec. même allez, en prenant ton analyse en disant c'est du Oui. niveau moyen de Ligue 1, bah, il faut les mettre. Hein. Il faut les mettre ces 11 buts en 15 matchs. Moi, je trouve ça pas bête de l'avoir pris, Gignac. C'est bien de prendre un gars qui est en confiance. Tu vas tester sur 2 matchs amicaux contre 2 belles équipes. Oui, histoire Tu de voir verras à son ce niveau moment-là quoi. s'il tient la distance ou pas. Il faut en Oui, profiter. c'est ça. La Casette est hors de forme. Le Benzema est blessé, plus l'affaire qui est en cours. Valbuena, pareil, perturbé par cette affaire à la con. Oui. Moi, je trouve que c'est pas bête d'essayer. Et je pense que il y aurait peut-être, parce que je crois que Gamero est blessé, si je dis pas de conneries. Ah d'accord, il me c'est semble, pour Et ça. ouais. peut-être qu'il aurait pris peut-être Gamero à la place de Gignac. Mais voilà, là,
Et d'ailleurs, Il y a des concours de circonstances qui font que il a sa chance. J'étais pas au courant de la blessure de Gamero, donc du coup, je m'excuse. Dans ce cas. Mais je crois, hein, je suis pas sûr. Hein, je Et il me suis pas semble que non, hein, parce sûr. Il me que semble qu'il est sorti sur blessure sur le dernier match Ligue des Champions, mais Lassana Diarra est bien blessé pour les 2 prochains matchs de l'OM et est pris, donc je sais pas. Hein, d'ailleurs, tu peux répéter les attaquants? Ben Arfa, Coman, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial. Ok. Donc on va parler de Ben Arfa et Coman quand même. On va commencer par Coman. Oui. Coman qui était au reçoit Paris. sa première convocation en A. C'est plus que mérité. Ah, Oui. clairement. Ah oui, il est bon. Ouais, au Bayern, il a fait son trou. Il vient de notre centre de formation, mec. Oui, mais justement, parlons-en de votre centre de formation. Pas capable de garder un mec comme ça. Alors maintenant, je pense que vous pouvez vous en mordre les doigts vu ce qu'il fait au Bayern. Ouais, Alors, tu bon, à la fais Juventus, il avait toujours été son déjà contrat. bon. Hein. Pardon. Donc, oui, bon, pour faire des interventions comme ça en plus. Est-ce que ça peut être une solution pour les 23 quand même, pour l'Euro? Oui, clairement, oui, en tant que joker, moi, je peux bien voir, hein, honnêtement, il montre qu'il a beaucoup de maturité cette année au Bayern, et s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le prenne pas. Hein. Les Ouais, autres? À puis voir. de toute façon, c'est maintenant ou jamais s'il veut tester d'autres jeunes joueurs qui peuvent apporter peut-être à l'équipe de France. Alors peut-être pas sur l'Euro 2016, Alors, mais pour plus tard, ou à l'Euro 2016 en tant que joker, comme l'a dit Florent. C'est le moment d'essayer, surtout avec les absents qu'il y a. Et il faut tester d'autres gens et voir ce que ça peut faire. alors maintenant ou jamais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que certes c'est des matchs amicaux, mais ça reste des matchs quand même importants parce que là on va jouer l'Angleterre et l'Allemagne, c'est deux nations qu'on est susceptible de rencontrer lors d'une phase finale de l'Euro ou en poule. Donc c'est plus vraiment l'heure de faire des tests. Là il faut mettre une équipe concrètement qui est susceptible de démarrer un match officiel en juin-juillet et de plus faire Des de- tests. C'est pas maintenant que ça de sera. remaniement d'effectifs. Ça sera après décembre, après le tirage de l'Euro. Ça sera effectivement à ce moment-là où là il faudra qu'il vraiment solidifie. Oui, mais son regarde, équipe. regarde, après décembre. Là, c'est vraiment la dernière date où tu peux encore tester et justement, tu as des gros matchs. C'est l'occasion de voir un peu ce que vont faire ces gars-là dans ce genre de match. Ouais, mais regarde, après décembre, on va jouer quoi? On va jouer des équipes on va jouer des peintres. Pas forcément. Ah si, j'ai regardé le calendrier. Normalement, on joue des vieilles équipes, hormis les Pays-Bas. Ouais, enfin, Et- Pays-Bas, ouais, Bon, les d'accord. Pays-Bas qui est pas qualifié, Les équipes. qui ne sont pas qualifiés pour l'Euro. Je trouve que là, c'est vraiment le moment pour essayer de voir quel 11 pourrait mettre Didier Ouais, Deschamps mais- lors du premier Ouais, match. mais- Si je C'est peux me compliqué permettre, quand un poste- Vas-y, non, vas-y, Christophe. Vas-y. Pardon, juste un truc. À la place de comment tu mets qui? à la place de Coman. Tu mets Payet. Bah oui. Ouais, et s'il n'y a pas Payet, tu mets qui? Ah bah, tu mets Coman. Voilà. Donc, Ah non, il non, non, fait- non, attends. Il Moi, fait, il fait aussi avec ce qu'il a, c'est ce que je te dis. Il profite des absences de certains. enfin, pour Payet, tester c'est des pas choses. vraiment Payet, c'est pas une absence, hein, c'est juste que Deschamps ne veut pas le prendre. Ouais, mais après, ça, c'est comme dans chaque sélection, tu as toujours une tête. Voilà. Là, le sélectionneur n'aime pas ce genre-là, mais il le prendra pas. Pas parce il est pas bon, parce qu'il aime pas, ou j'en sais rien. Comme Nasri, voilà, à une époque, aurait pu être sélectionné aussi. Mais c'est aussi le moment de tester au vu des absences qu'il y a, au Ouais, vu de justement. ce que lui voit sur les matchs. Voilà, il teste Ben Arfa et on va voir ce justement, qu'il va donner. ça va On être teste bien. comment, on va voir ce qu'il va donner. Alors en parlant, Parce qu'il n'y a pas Valbuena, parce qu'il n'y a pas Justement. Fekir, parce qu'il n'y a pas Lacazette, parce que voilà, il y a plein d'absents. Et justement, Et s'ils sont pris, C'est pas le moment. s'ils sont pris, c'est parce que ça va être peut-être un joker, donc il faut voir sur des gros matchs ce qu'ils sont capables d'apporter en plus. Ben Arfa, on sait qu'il est capable de faire la différence. Et bien sur des matchs comme ça, il va pouvoir le prouver, quoi. Et on va voir lequel est le mieux pour ce genre de match de phase finale. alors pour parler justement de on va parler de Ben Arfa. Ben Arfa, est-ce que il a aussi sa petite carte à jouer ou est-ce que vous êtes plus pessimiste? On en avait parlé lundi. Personnellement, Oh. j'avais dit que j'étais assez pessimiste quand même. Moi, je pense que oui, mais faut voir avec la forme actuelle et ce qu'il est capable de faire, parce que il est un peu blanc ou noir, Ben Arfa, quoi. Moi, je reste même appelé là pour ce rassemblement, je reste pessimiste quant à sa participation à l'Euro.
Je le vois mal dans le groupe. Je le vois mal s'intégrer dans le groupe, malgré son début de saison, on va dire canon. Ouais. Euh, Bon, après, c'est toujours le même problème avec lui. Il peut c'est avoir pas, un c'est pétage pas de un- plomb. Il n'y a pas de problème Ben Arfa, parce que bon, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Mais Ben Arfa, il y a beaucoup trop de concurrence à son poste et comme Coman, là, il bénéficie des absences de certains. Et je vois pas pourquoi Ben Arfa aurait euh, un, un statut privilégié par rapport aux autres. Il peut jouer en 10, hein. Bah oui, mais Ça peut- justement, Ben, justement, En équipe par de France, on n'a Valbuena. pas de 10. Et oui, il y a Valbuena enfin, qui tourne partout, mais au moins on peut mettre Ben Arfa à sa place pour suppléer, quoi. Ça peut toujours être, enfin, c'est pas forcément une obligation, mais ça peut être une option, je veux dire. Voilà, Non, ce mais qui est, Vas-y, excuse-moi, Florent. Vas-y. ce qui est Je te coupe à chaque intéressant avec Ben Arfa, c'est sa polyvalence en fait. Il peut jouer 10, il peut jouer sur une aile, il peut jouer en 9. Ouais, voilà, il peut Et jouer ça partout. compte quand même. Oui, voilà, ça. Faut dire que, au moins, s'il arrive un pépin ailleurs, eh ben, il a quand même une chance en plus d'arriver là, peut-être. Ok les gars, donc on va passer au match d'Europa Juste League. avant, Vas-y, avant de passer à je vais l'Europa juste League. passer un petit coup de gueule sur l'équipe de France, du coup, encore, parce qu'on n'a pas parlé de la défense, mais on n'a toujours pas de charnière centrale qui est solidement installé, et on a un joueur qui est Laporte qui cartonne en Espagne, et Deschamps ne le prend toujours pas. Donc, Ouais, c'était alors juste que un Laporte, petit il a coup de des gueule stats par rapport à ça. impressionnantes. Peut-être falloir le prendre avant qu'il choisisse la nationalité espagnole. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, bah justement, c'était l'occasion là. Mais bon. Donc on va passer au match français en Europa League. Donc on va commencer par le premier, Karabakh-Monaco. Match nul, un partout des Monégasques qui était mené jusqu'à la 78e. Et un but, alors je sais pas si vous avez le but de Monaco, mais c'est un gag. Hein. Le gardien sort, la contre, et puis je sais plus c'est qui marque côté Monégasque. Cavallero. Cavallero, ouais, qui détourne le ballon et puis ça rentre. Et Bon, ouais. alors c'est vraiment. Alors est-ce qu'on peut parler de mauvaise opération là pour la SM? Ouais. Ouais, oui et non. Oui et Ils non, avaient parce... gagné. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Ouais, oui et non, parce que bon, c'est à Karabakh, ça aurait été à Monaco, oui, là, ça aurait été clairement une mauvaise opération. Après, c'est toujours une équipe chiante à jouer Karabakh chez eux, à l'autre bout de la terre, là, donc... Ouais, et au moins, ils ont eu une bonne réaction, après avoir été mené 1-0, de revenir un partout, même sur Oui, sur c'est un toujours but mieux gag. qu'une défaite. Ça évite une défaite, ils restent toujours devant au classement, donc bon, c'est pas une si mauvaise opération que ça, mais il faudra assurer sur les 2 derniers matchs, quoi. Alors C'est surtout ça. dans son groupe, Tottenham a gagné 2-1 contre Anderlecht. Mm. Mais Monaco. Alors Monaco n'est plus en tête, c'est Tottenham qui est en tête avec 7 points. Ah bon Monaco Ah, deuxième merde. avec 6 points. Anderlecht troisième avec 4 points et Karabakh avec 4 points également, qui est dernier. Ok. Donc voilà. Ensuite, les matchs de 19h, donc il y avait Marseille et Bordeaux qui jouaient. Je ne me trompe pas. Donc on va commencer par Bordeaux qui a fait un partout face au FC Sion. But de Touré à la 65e et Salatic ou Chanton contre son camp. Hein, Ouais, c'est Chantant contre son camp, parce que l'autre, c'est il met plus une tête... Chanton, c'est plus Chanton contre son camp effectivement. sa tête, si Chantom la touche pas, ça rentre pas, quoi. Et donc rapidement avant de parler de Bordeaux, faut savoir que Liverpool a gagné 1-0 face au Rubin Kazan. Mhm. Et prend la tête du groupe. Non, prend pas la tête du groupe, pardon. C'est Sion qui a la tête du groupe avec 8 points. Liverpool est deuxième avec 6 points. Et derrière, il y a Bordeaux avec, si je me trompe pas, 4 points, c'est ça? 3 points. 3 points. Et le Et Rubin Kazan, 2 points. 2 points. Donc, parlant du match de Bordeaux, Christophe, toi, je pense que tu l'as regardé. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Bah, c'était un match pas gagné d'avance, sachant les derniers résultats de Bordeaux, surtout au vu du dernier match qu'ils avaient fait au Gazélec, où c'était vraiment une purge, et je pense qu'on peut pas tomber plus bas après un match pareil. Et ça s'est ressenti sur le match où Sagnol a fait une compo assez défensive avec 5 défenseurs. Bordeaux a, dans l'ensemble, dans le jeu, a dominé, mais sans être super dangereux, quoi. Vraiment, en ayant le ballon, mais sans être dangereux. Mais on sentait vraiment qu'ils voulaient d'abord se rassurer, voilà, dans le jeu
et ne pas se créer de danger, voilà, pas faire de conneries derrière. Bah, ils ont bien, enfin, le plan a bien tenu. Enfin, Touré marque au meilleur des moments sur un beau but d'ailleurs. Enfin, une belle passe de Chantôme et un bel enchaînement de Touré. Et après, comme d'hab, le problème c'est que dès qu'on marque un but, on commence à reculer, on commence à flipper et tout ça. Et bon, on prend ce but à la con à la fin sur un but contre Chantôme. Le pauvre, il a pas de chance, ça lui rebondit dessus. Puis on prend ce but-là. Bon, après, sur le match, c'est pas illogique, sachant que si on n'a pas eu, enfin, il aurait dû avoir un péno pour Sion en première mi-temps qui n'a pas été sifflé. Ils ont eu quelques occasions chaudes. Carasson a sorti une belle et puis une frappe juste à côté. Bah, juste avant ce qu'a donné le corner, c'est une frappe qui passe juste à côté qui est contrée. Alors en soi, c'est décevant parce que bon, avec les 3 points, on aurait pu vraiment bien se replacer dans la course et mettre en doute cette équipe de Sion qui est devant là. Mais bon, on fait un partout, on perd pas le match et déjà dans la performance collective, déjà il y a eu du mieux. Donc si ça pouvait permettre à Bordeaux de se relever petit à petit, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, ça serait pas mal. Mais après, l'Europa League, ça va être très compliqué, sachant qu'il faut gagner à Liverpool, ce qui est pas chose facile, et puis regagner derrière sur Kazan, en espérant que Sion ou Liverpool se casse un peu la gueule, mais ça va être très compliqué, quoi. Mais bon. Donc quand on t'écoute, t'es pas du tout, optimiste pour la qualification de Bordeaux en 16e. Tout est possible, mais pour l'instant, au vu de l'état de l'équipe, au vu de ce qui se passe à Bordeaux, où c'est très compliqué, où les joueurs apparemment se plaignent de Sagnol, disent que c'est trop dur, que c'est pas assez cool et tout ça. Donc déjà, quand t'as des mecs qui te disent ça à Bordeaux, alors que bon, le cadre de vie là-bas est vraiment cool justement, et que bon, c'est des joueurs professionnels, donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Au vu de ce qu'ils ont fait contre le Gazélec, tu peux tout craindre. Tu peux tout craindre. Donc, faut attendre de voir les enchaînements de matchs. Est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont se redonner confiance? Est-ce qu'ils vont arrêter de faire les divas? Si effectivement ils reprennent les choses en main, oui, c'est possible d'aller gagner à Liverpool, mais en étant à 100%, à se donner à fond comme ils avaient fait au match aller. Ils avaient fait un très bon match aller. C'est depuis la victoire contre Lyon que ça va plus là. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête là. Ils se sont dit ça y est, on a gagné contre Lyon, on a fait match nul contre Liverpool, on est une grosse équipe. Maintenant, plus rien peut nous arriver. Mais non, au contraire. Je crois que la meilleure leçon de football qu'on ait pris, c'est contre le Gazélec samedi. Où techniquement, je pense qu'on est 10 fois au-dessus de cette équipe, mais juste qu'eux, ils ont tout donné pendant tout le match, même à 10, et que toi, si tu donnes rien, ben ça donne rien. Donc oui, je suis pessimiste, mais j'attends de voir une réaction. Après, c'est pas sur un match que ça y est, tu vas te dire ah bah ça va mieux et tout ça. Surtout qu'on le gagne pas déjà ce match-là, et puis ça reste encore juste quoi. Donc rapidement, je vais te poser une question. Rapidement, parce qu'après on va passer au match de l'Olympique de Marseille face à Braga. Bordeaux est 14e, si je me trompe pas, de Ligue 1. Mm-hmm. Et 3e de son groupe en Europa League et en très mauvaise posture pour se qualifier. Est-ce qu'on peut sentir l'éviction de Willy Sagnol là, dans les prochaines semaines? Non. Non? Non. Sagnol est protégé. Et puis, enfin, après, je sais pas, Trio, il est capable de tout, hein, mais on sent pas que c'est un problème Sagnol. Enfin, de toute façon, le problème, il date pas de Sagnol, ça date déjà de Gilo, ça date de Tigana. C'est les joueurs, tant qu'ils se rendront pas compte que ok, t'es à Bordeaux, c'est cool, c'est bien, tu vis bien, c'est une belle ville, ok, nickel, ok, très bien. Mais au bout d'un moment aussi, il faut se sortir le doigt du cul, quoi. Je m'en fous. Tu perds contre Paris, tu perds contre Monaco, contre Lyon, ça peut arriver. C'est des équipes qui sont de même niveau, même au-dessus. Ça, je peux comprendre. Mais quand tu fais des matchs horribles contre le Gazélec, contre Troyes, contre Toulouse, par exemple, je donne des exemples. Enfin, c'est pas normal.
Et c'est pas Sagnol. Après, peut-être qu'il a une petite part de responsabilité aussi, mais tu sens qu'il essaie de les bouger, et eux, au contraire, au lieu d'essayer de prendre ça, genre, ok, il nous bouge, bah, je vais me motiver, je vais lui montrer ce que je sais faire. Au contraire, les mecs râlent et pleurent, ils disent non, c'est trop dur. Nous, on préfère quand c'était cool, qu'on nous disait rien, qu'on nous laisse tranquille. Non, c'est pas ça le haut niveau. Donc, je pense pas que ça soit un problème d'entraîneur. On change les entraîneurs et on se retrouve toujours avec le même problème. Donc, au bout d'un moment, faut que les joueurs se réveillent aussi, quoi. Faut arrêter. On a un bel effectif pour jouer la première partie de tableau de Ligue 1 et pour faire un honorable parcours en Coupe d'Europe. C'est aux joueurs de se bouger le cul aussi. Faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, Sagnol, il fait ce qu'il peut. Il essaie de bouger cette équipe. Si les joueurs sont pas réceptifs, qu'est-ce que je te dise? On va le remplacer par qui? Par Garcia, pas Garcia, par René Girard, par Camboiré, par des mecs comme ça à chaque fois qu'on entend parler, par Domenech. Ça sera toujours le même problème. Si les joueurs se bougent pas le cul, ça changera rien, quoi. Ouais, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je pense que tu as tout dit. Je sais pas, les gars, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'a dit Christophe avant de passer à l'OM? Non, pas vraiment. Non, Je crois c'était qu'il très a tout complet, dit. donc Oui, rien à c'est ça, rajouter. ouais. C'est Comme ça. d'habitude. Après, c'est mon club, donc voilà, c'est pour Il y ça. a plus de choses à dire. C'est ça. Je vais pas dire sur le Marseille, je vais rien dire. Et puis t'as un titre à défendre aussi. Hein. Oui, il a un titre de chroniqueur de l'année à défendre. Donc, Marseille-Braga, on rappelle le score du match aller à Braga, victoire 3-2 de Braga. Et là, l'OM s'est imposé 1-0 sur un but de Georges-Kevin Nkoudou. L'OM qui assure quand même cette victoire 1-0 et qui reste troisième de son groupe. 1 point du Slovan Liberec et à 2 points de Braga. Est-ce que l'OM sort? On peut dire que l'OM sort de la crise actuellement. 3 victoires d'affilée, c'est pas arrivé depuis le début de la saison. Bon. Ouais, mais bon, s'il faut voler des chaussures pour faire 3 victoires d'affilée après. Ouais, ça c'est pas mal. Alors ça. pour la petite anecdote, l'OM a racheté 46 paires de crampons d'ailleurs. On essaye toujours de savoir qui a volé ces fameux crampons. Non, sinon pour répondre à la question, est-ce que l'OM, on peut dire que l'OM sort de la crise? Il y a du mieux, il y a du Il y a mieux. du C'est mieux, encore ouais. à confirmer en Ligue 1, mais c'est vrai que là, on commence à voir un Marseille qui a un projet de jeu un peu plus, on va dire, qui est plus rassurant, hein, parce que quand on voit les récents matchs de Marseille, on voyait vraiment qu'ils avaient peur en fait, entre guillemets, de gagner. Hein. Sur les fins de match, ils étaient catastrophiques. Et là, ça commence à être plus solide, il commence à y avoir plus de confiance. Donc oui, Marseille commence à aller mieux. Faut confirmer ça encore en Ligue 1 derrière. Alors on parlait lundi de 4 tests qui vont venir. Le premier, c'était Braga, ils ont su le surmonter. Le prochain, ça sera dimanche contre Nice. Sinon, pour revenir un peu la sortie de crise un peu de Marseille, est-ce que c'est un peu le changement un peu du 11 de départ avec depuis quelques matchs, on voit que Nkoudou est installé dans le 11 de départ, notamment face à Nantes, et là ce soir face à Braga. Est-ce que Nkoudou apporte vraiment quelque chose au 11 marseillais? D'un point de vue extérieur, est-ce que vous pensez qu'il apporte quelque chose? Après, moi, je donnerai mon avis. Bah, en termes de stats, oui. En termes de stats, il est efficace. Donc, après, je pense pas que ça soit que Nkoudou qui fait que Marseille va mieux. Non, c'est sûr. Je pense Alors- aussi c'est Michel qui commence à taper des points. apprivoiser son équipe. Alors, moi, je vais donner mon avis sur ça, parce que j'ai un œil assez, je pense, bon, bref. Tu supportes Marseille, voilà. J'ai vu le match contre Nantes, et d'ailleurs, il avait fait aussi une rentrée face à Lyon. Il avait fait jouer toute la deuxième période, on était mené 1-0, et il avait fait une rentrée assez remarquable. Il avait tiré 4 fois au moins, et 4 fois il avait été dangereux. 4 fois, il avait tiré 4 fois au but, 4 fois dangereux donc. Et là, il récidive sur ses derniers matchs, notamment contre Nantes où il marque. L'atmosphère n'est pas vraiment propice à ce qu'il puisse faire un grand match. Bon, je dis pas grand match, un bon match plutôt. Il se fait siffler par le public dès qu'il fout de la pelouse, dès qu'il touche le ballon. Et réussit à en planter un et à faire un bon match par-dessus le lot. Et là, il récidive contre Braga, il fait encore un bon match, il plante son but, qui est un peu la copie conforme de ce qu'il met contre Nantes.
à une exception, à quelques exceptions près. Je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup par sa vitesse, déjà, par sa technique. C'est un joueur qui reste pas vraiment collé à qui reste pas vraiment collé à son côté. Des fois, il le fait, mais c'est pour éviter que Mendy monte un peu trop. Parce que Mendy, quand il a tendance à monter et centrer, il a tendance à oublier de revenir. Même problème à droite avec Manquillo, quand Alessandrini laisse trop d'espace sur le côté. Mais sinon, Julien, je t'emmerde. Et sinon, je trouve que pour en revenir à Nkoudou, et pour finir sur Nkoudou, il apporte vraiment quelque chose, et je pense que Mitchell devrait le conserver au détriment, bien sûr, de Barada. Même si Barada avait fait une bonne rentrée face à Nantes dimanche soir, il devrait titulariser plus souvent Nkoudou, qui apporte vraiment cette rapidité et cette vitesse d'exécution en attaque. Ça va dépendre aussi de l'adversaire sur lequel ils vont tomber. C'est vrai que Barada, il organise un peu plus le jeu. Ça dépend en fait de comment Marseille va jouer, dans quelle optique offensive ils vont jouer. S'ils veulent jouer rapidement le contre, ou alors aller plus rapidement, ils vont prendre Nkoudou. Et s'ils veulent plus poser le jeu et puis attendre l'ouverture, c'est clair qu'il y aura plus un Barada. Mais voilà, ça va dépendre aussi de quel adversaire contre qui ils vont tomber et quelle tactique ils vont adapter en fait. C'est surtout ça, je pense. Très bien les gars, on va passer au match du Saint-Étienne contre le Dniepopetrovsk. 3-0. Alors, victoire 3-0 et quand même des Stéphanois après avoir gagné 1-0 à l'aller là-bas. Des buts de Beric, d'Amouma et de Monet Paquet. Dans le désordre, hein, je me suis complètement gouré. Ouais. Mais dans l'esprit, c'est ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut parler de performance de Saint-Étienne ou de contre-performance du Dniepro? Moi, c'est ce que je commençais à dire dans l'émission de lundi, c'est que Saint-Étienne commence vraiment à avoir un projet de jeu qui commence à prendre forme à l'Europa League. Ils ont des joueurs qui commencent vraiment à avoir de l'expérience dans cette compétition-là, et forcément, du coup, ça déroule. Alors, bien sûr, le Dniepro était peut-être un peu en dessous, et sûrement d'ailleurs très en dessous par rapport à ce qu'ils ont fait la saison passée. Mais ça reste le Dniepro, et ça reste une très belle performance de Saint-Étienne d'avoir cherché 6 points face à cet adversaire-là qui est assez coriace. Alors, bon, pour le moment, Saint-Étienne est largement, pas largement en tête. Ils sont deuxième à 3 points de la Lazio. La Lazio a 10 points et eux 7. Est-ce qu'ils doivent à tout prix jouer la première place de leur groupe? Bon, s'ils peuvent, oui, mais bon, c'est la Lazio, hein. C'est pas facile non plus. Ouais, mais ils peuvent les taper à domicile. Oui, voilà. Au match aller, ils ont pas été ridicules. Ils perdent 3-2 en ayant pris un rouge. En ayant eu un arbitrage assez scandaleux. Oui, et Oui, en aussi. plus. Donc, Au passage. moi, après, jouer la première place, c'est bien, mais déjà qu'ils essaient de se qualifier, d'assurer contre la Lazio, et puis après, ils verront sur le dernier match. Mais Faut pas oublier qu'ils ont dernière journée un déplacement en Norvège à Rosenborg. Ce sera pas le déplacement le plus facile, Non, ça c'est sûr. sachant qu'il y a eu 0-0 à l'aller à Geoffroy non, Guichard. 2-2. 2-2, pardon, oui. Ça reste une équipe compliquée, surtout quand tu te déplaces là-bas. Donc il va falloir prendre au sérieux les 2 derniers matchs qui vont arriver. Ouais, mais ça sera pas le même match qu'à l'aller contre Rosenborg où ils font 2-2, où ils étaient pas encore, ils étaient encore un peu en rodage. Là, tu sens clairement, ça fait 3-4 matchs, ça commence vraiment à prendre forme. Et puis surtout que les nouvelles recrues commencent vraiment à apporter un plus au collectif et comme disait Florent, au projet de jeu qu'a Saint-Étienne depuis plusieurs années. Tu sens qu'un Beric commence vraiment à être vraiment très très bon et tu vois que ça a vraiment été une bonne pioche pour Saint-Étienne de l'avoir pris. Ils ont enfin trouvé leur attaquant. Et ouais, et puis surtout, ils ont enfin peut-être trouvé la place de Nolan Roux sur ce côté droit où vraiment il apporte beaucoup, que ça soit offensivement et pareil défensivement, il est vraiment intéressant. Là, j'ai pas vu le match ce soir, j'avoue, mais moi j'avais vu surtout le match contre Reims et moi Nolan Roux côté droit, il m'a vraiment impressionné. Il alimente parfaitement Beric, qui est vraiment un vrai buteur. Alors il me semble qu'on en avait parlé ça dans une émission en début de saison, que Nolan Roux c'était pas un buteur, et je crois que t'étais là. Oui, c'était j'étais là pas un aussi. buteur et qui était, oui, toi aussi t'étais là, et que Nolan Roux sur un côté, c'était plus qu'une alternative, c'était une solution pour Saint-Étienne. Et je trouve que là, ce qui se passe en ce moment, ça nous donne raison.
Parce que Nolan Roux, depuis qu'il est repositionné sur un côté, c'est largement mieux. Et ça, et puis Monet Paquet de l'autre côté qui assure bien. Voilà, Beric, il est alimenté avec de très bons ballons, et du coup, bah, lui, c'est un vrai buteur, il plante, quoi. Il plante, il est là, et du coup, offensivement, c'est vraiment intéressant. Et puis derrière, ils sont toujours aussi solides, donc ils montent en puissance. Alors effectivement, bah, ça sera peut-être compliqué sur le dernier match à Rosenborg, mais ça sera pas le même match qu'à l'aller où ils étaient encore un peu en rodage. Bon, après, ils avaient eu manqué de chance aussi. À Rosenborg, ils avaient mis 2 buts sur leurs 2 seules occasions, quasiment, sur des contres. Là, ça sera pas la même chose, je pense. Et puis bon, tout dépendra aussi du match, effectivement, contre la Lazio, ce qu'ils feront, quoi. Bon, alors on va pas avoir beaucoup de temps pour parler de la prochaine journée de Ligue 1. On va juste parler des 2 grosses affiches de ce week-end, qui sont Bordeaux-Monaco et Lyon-Saint-Etienne. Donc on va commencer par Bordeaux-Monaco. Bordeaux et Monaco qui ont tout intérêt à gagner. Bordeaux d'une pour sortir un peu pour ne pas rentrer justement en crise, et Monaco pour confirmer un peu le renouveau un peu en championnat là, qui commence à prendre forme. Ouais. Si vous aviez un favori là, clairement, ce serait qui et pourquoi? Moi je vois le match nul. Les pronos, c'est pas tout de suite, juste un favori, pourquoi? Oui, mais favori, s'il y a match nul, il y en a aucun. C'est pour ça, je vois plutôt le match nul. Dis-moi pourquoi. Bah, parce que Bordeaux et Monaco, c'est un peu galère en ce moment, les 2 équipes, et je pense que ça va plus se neutraliser qu'autre chose. Je sais pas pourquoi je le sens. Très bien. Moi, je donnerais un petit avantage à Bordeaux, puisqu'ils auront plus de fraîcheur que Monaco, qui reviendra d'un gros déplacement de l'Europa League. Mais bon. Oui, c'est vrai. Moi, je vois plus Monaco, mais bon. Je vois plus Monaco parce que déjà, quand ils jouent à l'extérieur, ils sont vraiment très très bons. Puisque eux, en fait, là où ils sont bons, c'est quand ils n'ont pas besoin de faire le jeu. C'est vrai. Ouais. Face à une équipe qui est pas en confiance, ça va être très compliqué, même si je sais bien que, à mon avis, Bordeaux va tout faire pour un peu renouer avec le public et essayer de sortir, comme tu disais, de cette deuxième partie de tableau. Surtout qu'en fait, finalement, c'est assez serré, hein. Il suffit d'une victoire et on remonterait quasiment en première partie de tableau. Mais je sais pas, je le sens pas ce match et je pense que Monaco va peut-être genre gagner peut-être 1-0, un truc comme ça, un match serré, mais je pense qu'ils vont gagner, moi. Je pense Monaco. Ouais. Alors, et la deuxième affiche de cette journée de Ligue 1, c'est Lyon-Saint-Etienne, le derby entre les deux équipes historiques de notre championnat. Lyon qui sort d'une défaite en Champions League et Saint-Etienne qui sort d'une grosse victoire là face au Dniepro ce soir. Est-ce qu'on peut considérer que Saint-Etienne est quand même favori pour ce match? Bon, c'est super serré. Sur la forme du moment. Ouais, oui, sur la forme du moment, oui. Mais après, le match, clair. Ça va être tellement... Enfin, c'est un match spécial, donc il peut tout se passer, mais c'est vrai que forme du moment, oui, on parierait sur Saint-Etienne, oui. Bon bah très bien les gars, on va passer au It's Time to Bet. Donc aujourd'hui pas de quiz d'une parce que il n'y a que 3 chroniqueurs et c'est pas très intéressant, et de 2 manque de temps. On a pratiquement 1h30 d'enregistrement dans la vue, donc on va se dépêcher pour terminer. Donc série de 10 matchs comme d'habitude, 3 points pour le bon score, 1 point pour le bon pronostic. Premier match, Lyon-Saint-Etienne. On va commencer par notre ami Julien. 2-2. Florent. 2-1 pour Saint-Etienne. Et Christophe. 2-1 pour Lyon. Très bien. Bordeaux-Monaco. Allez, moi j'ai dit match nul, je vais dire 1-1. 1-0, pardon, pour Bordeaux. 1-0 pour Bordeaux. 1-0 pour Monaco. On va passer en Angleterre, Norwich City, Swansea City. Swansea 2-0. 1 partout. Swansea 1-0. On reste en Angleterre, Stoke City, Chelsea. Allez, Chelsea 2-1. Moi, je t'ai pas entendu, il y avait un bug, non? Ouais. Stoke City, Chelsea. Ça crache un.
Donc du coup, je vais dire 1-0 pour Stock. Allez, 2-1 pour Chelsea. Partons en Espagne. Levante, La Corogne. 1-1. Fait beaucoup de matchs. 2-0 pour Levante. Un partout également. Athletic Bilbao, Espagnol, Barcelone. Athletic Bilbao, espagnol. 1-0 Bilbao. 1-0 Bilbao aussi. 2-0 Bilbao. On part en Italie maintenant. Elias Vérone, Bologne. 0-0. Vérone 1-0. Bologne 2-1. Torino, Inter Milan. 2-1 Inter. Torino 2-0. 3-1 Inter. Deux derniers matchs, on va partir en Allemagne. Leverkusen, Cologne. 1-0 Leverkusen. 1-0 Leverkusen. 2-1 Leverkusen. Et dernier match, Hoffenheim, Francfort. 1-0 Francfort. 2 partout. Ouais, ça sent le match. 2-1 pour Francfort. Très bien les gars, donc les résultats de lundi et de ce soir seront comptabilisés lors de la prochaine émission de lundi. Ah, donc on n'a Donc- pas les résultats. Non, on n'a pas les résultats. Ok, très bien. Ah, le Sinon suspense. sinon, je les aurais donnés avant, ouais. avant les pronos. Oui, Je vais pas dormir moi ce soir du coup. Ah bah, tu dormiras sur tes Deux deux oreilles. oreilles sans connaître le résultat, tu feras avec. Donc bah, c'est la fin de cet épisode 23 de Football Universe spécial Ligue des Champions et Europa League. Merci à Julien, Christophe, Flo d'être venus ce soir. J'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les pages Facebook, Twitter de l'émission, à vous abonner à la chaîne YouTube. On revient en force en ce moment, il y a beaucoup de contenu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'émission dans les commentaires. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas à vous inscrire chez notre partenaire forumfoot.com. C'était Quentin de Football Universe. Rendez-vous lundi pour l'épisode 24. Salut à tous. Ciao. Salut! Salut. Bisous.